l'idée, c'était quand même de se dire que le rôle de l'infirmière, il a beaucoup changé. Et que si vous pensez qu'une infirmière, c'est une personne qui délivre des soins, j'espère changer un petit peu cette notion-là, parce qu'elles délivrent des soins, elles font beaucoup d'autres choses. Et on va parler des autres choses aujourd'hui. Elles vont vous parler des autres choses aujourd'hui. Alors, elles sont très intimidées. Donc, je vous propose de les applaudir avant même qu'elles soient en place. Voilà, donc vous avez Valentine, Séverine, Marilyn, Céline, Karen et Corinne. Et donc, on va leur laisser la parole. Vous aurez tout le loisir de poser des questions à ces infirmières ensuite. Elles vont vous parler de ce qu'elles font à côté même de ce que vous imaginez qu'elles font déjà dans les salles de soins. Donc, bonjour à tous. Nous sommes toutes infirmières du service de cardiologie du professeur Montalesco. Et nous allons vous présenter les nouvelles activités infirmières développées dans ce service. Donc, je m'appelle Valentine Bach, je suis infirmière depuis 20 ans. Je travaille en secteur de consultation et en parallèle, je suis chargée de la télécardiologie. Donc, en collaboration avec le docteur Humbert, responsable de cette activité. Qu'est-ce qu'est la télécardiologie? La télécardiologie est le suivi à distance des patients porteurs de défibrillateurs implantables, de pacemakers et de reveal. Ici, nous proposons systématiquement aux patients à qui on implante des défibrillateurs ce suivi à distance. Et pour le reste, c'est à la demande spécifique des rythmologues. Donc, quel en est le principe? Donc, on remet un boîtier de transmission au patient qui branche à son chevet et qui se met en lien avec le défibrillateur et l'interroge sur les événements de la journée, sachant que le défibrillateur enregistre en permanence. S'il y a des événements particuliers, ces informations sont transmises par voie GSM à des plateformes de sites sécurisés dédiés à la télécardiologie. Ces sites sont consultés une fois en journée par le docteur Humbert et moi-même. Donc, vous voyez les différents modèles d'appareils de télétransmetteurs selon la marque, comme vous pouvez le voir. Quels en sont les bénéfices? Cela permet de visualiser les événements rythmiques anormaux, tachycardie atriale, fibrillation ventriculaire, tachycardie ventriculaire et éventuellement aussi les thérapies qui peuvent être attribuées aux patients comme des chocs électriques. Cela permet aussi d'avoir une évaluation sur le fonctionnement du défibrillateur, l'état des sondes, charge de la pile. Ça permet l'anticipation de la prise en charge médicale, limitant ainsi les journées d'hospitalisation ou l'aggravation de l'état du patient. A contrario, si le patient va bien, on peut espacer les consultations à 1 an grâce à ce système, d'où moins de déplacements. Ce système est pris en charge par la sécurité sociale. Il y a un remboursement, donc une réduction aussi du coût de prise en charge. Alors, quel est le rôle de l'infirmière, de la personne qui est chargée de la télécardiologie? Il y a une surveillance quotidienne au minimum 2 heures pour se connecter sur les différents sites et observer, voir toutes les alertes qui sont signifiées et transmises aux médecins rythmologues référents du patient. On gère aussi les patients qui ne transmettent pas. Deuxième rôle de l'infirmière, c'est l'inclusion du patient en télécardiologie. Donc, nous l'informons sur le système. Une fois que son accord et son consentement est signé et éclairé, nous l'inscrivons sur le site du constructeur, nous lui remettons le transmetteur et éduquons le patient sur le bon fonctionnement de cet appareil. Et on codifie l'acte. Ce système n'est pas un système d'urgence, c'est un système de consultation et de surveillance du patient. Donc, quel est le bénéfice de ce suivi pour l'infirmière? Ça ne limite en rien la relation avec le patient, au contraire, on est joignable par téléphone, par mail, ce qui nous permet d'avoir une relation privilégiée et personnalisée avec eux. Je vous remercie. Je vous passe la parole.
Alors, bonjour, donc je suis Séverine Lafitte, je suis infirmière depuis 13 ans maintenant et 13 ans que j'exerce en cardiologie. J'ai suivi une formation spécifique en éducation thérapeutique de 40 heures. Donc j'occupe depuis 5 ans un poste en consultation où j'ai pu diversifier mon activité grâce à cette formation. Je co-anime avec un médecin un atelier d'éducation thérapeutique sur la respiration et l'activité physique chez l'insuffisant cardiaque. Et j'assure également une consultation infirmière sur les anticoagulants, ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Alors, quels sont les objectifs de cette prise en charge des anticoagulants ? Le premier objectif est d'optimiser en fait l'observance et l'adhésion du patient au traitement. Un patient qui sait pourquoi il prend un traitement, qui est informé, sera forcément plus enclin à le prendre. Deuxième objectif, c'est de le rendre autonome. Donc par rapport à la prise de son traitement, par rapport à la surveillance des effets secondaires indésirables et dans la conduite à tenir s'il venait en fait à survenir. Il est à rappeler en fait que pour les anticoagulants oraux directs, seule la prise régulière garantit l'efficacité du traitement. Il n'y a pas de dosage biologique de l'efficacité, contrairement en fait aux antivitamines K qui nécessitent un contrôle de l'INR et qui nécessitent régulièrement un réajustement du traitement avec le médecin. Troisième objectif, c'est prévenir et réduire les risques hémorragiques. En les connaissant, le patient en fait saura réagir plus précocement et donc diminuer leur impact. Enfin, dernier objectif, l'observance et la prise efficiente des anticoagulants diminuent les complications thrombotiques, principalement le risque d'AVC, et donc limite les hospitalisations. Alors, cette consultation infirmière a lieu tous les lundis après-midi. Je reçois en fait les patients en séance individuelle sur une plage horaire de 40 minutes. Concernant le recrutement, ils me sont principalement adressés, et même exclusivement adressés par les médecins du service, donc que ce soit de la consultation ou de l'hospitalisation. Et dans quel cas, il s'agit très souvent dans la mise en place d'un nouveau traitement par AVK ou par AOD, et soit lorsqu'il y a un changement de traitement, lorsqu'on bascule d'un AVK à un AOD ou vice-versa. Voilà. Alors, cet entretien individuel, qu'est-ce qu'il permet exactement ? Donc, il permet d'écouter le patient. Je prends déjà connaissance du patient dans un premier temps, de ce qu'il sait de sa maladie, de son traitement, et éventuellement de voir avec lui s'il y a des problèmes éventuels avec ce traitement et s'il se pose des questions particulières. Deuxième chose, ça me permet d'informer. Je fais une mise au point avec lui sur la pathologie et je lui explique l'intérêt et la spécificité du traitement. Donc ça peut être de la modalité de prise au quotidien, les conseils en cas d'oubli et éventuellement les conseils sur un voyage à l'étranger ou des choses comme ceci. Donc c'est également former le patient. Je lui explique en fait les différents risques hémorragiques qui sont inhérents à cette prise d'anticoagulants et lui apprend en fait à distinguer les degrés de gravité. Et donc en fonction de ces degrés de gravité, de la conduite à tenir. Voilà. À savoir soit contacter simplement son médecin traitant et lui expliquer qu'il y a des petits saignements réguliers ou sinon savoir contacter des services d'urgence quand le saignement est très important. C'est également agir en remettant une plaquette informative sur la maladie et le traitement qui reprend principalement ce que je lui ai expliqué. Et enfin, c'est évaluer. Donc, je réalise une évaluation immédiate en m'assurant que les principaux messages sont bien passés et je fais également une évaluation à distance par téléphone un mois environ après. Et je leur laisse également la possibilité de pouvoir me contacter soit par téléphone ou par mail si des questions venaient a posteriori. Donc pour conclure, cette consultation, c'est un temps d'écoute privilégié et de communication personnalisée. Les patients me posent des questions qu'ils n'osent peut-être pas forcément aborder avec les médecins. Concernant les résultats, donc, par rapport aux patients, j'ai un retour où ils ont moins d'inquiétude, surtout par rapport au risque hémorragique. C'est ce qui les travaille le plus quand ils prennent ce genre de traitement. Et du côté du médecin, une meilleure observance de la prise de ce traitement est observée. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je passe la parole à Marilyn. Eh bien, bonjour, je m'appelle Marilyn Galgus, je suis infirmière au sein de l'Institut de cardiologie depuis plus de 10 ans et maintenant cela fait 3 ans que je suis infirmière au sein du laboratoire d'échographie cardiaque. Il y a 3 ans, on m'a proposé de participer à un protocole de coopération en lien donc, avec l'échographie cardiaque. Le laboratoire s'est engagé dans cette démarche en se basant sur celui déjà existant à Strasbourg. Donc, le but étant de réaliser nous-mêmes des échographies cardiaques. Actuellement, nous sommes 2 infirmières à avoir intégré ce protocole.
Il faut savoir que ce protocole est inscrit et régi par un article de loi, donc comme vous voyez sur l'écran, par le Code de la santé publique, et donc qui permet aux infirmiers d'exercer des actes de soins qui ne relèvent pas du tout de leur décret de compétence. Les conditions donc, pour intégrer ce protocole sont à savoir 5 ans minimum d'ancienneté en cardiologie. L'infirmier ou l'infirmière s'engage envers l'institution et son tuteur cardiologue. Et il faut savoir également que l'exercice est valable uniquement dans notre laboratoire. La formation théorique consiste en la validation de la première année du diplôme interuniversitaire d'échocardiographie d'Île-de-France. Il s'agit en fait de 45 heures de cours réparties sur une année, un examen final composé de QCM et de 2 cas cliniques, ainsi que la réalisation de 120 examens au cours de l'année d'études. Le protocole de coopération est ensuite validé après la réalisation de 300 examens. Les actes délégués sont principalement et dans un premier temps des échographies dites simples, à savoir des bilans préopératoires, des bilans pré-chimio, des bilans de facteurs de risque cardiovasculaires. La seule condition, c'est que les patients doivent être impérativement majeurs et stables cliniquement. Donc en pratique, nous avons 2 vacations par semaine. Donc par vacation, on entend 2 demi-journées. En moyenne, nous réalisons entre 3 et 5 échographies cardiaques par vacation. Donc en fait, dans la pratique, on installe et on enregistre nous-mêmes le patient, nous l'informons de notre statut, et en fait, on a l'obligation d'obtenir son consentement avant d'enregistrer les premières images. À savoir que dans 99% des cas, on a l'accord total du patient, voire même on a un retour très très positif. Donc ensuite, on enregistre donc, les paramètres échocardiographiques en fonction d'un protocole qui a été bien défini. Notre cardiologue tuteur du jour en fait, vient valider les images, les corrige si nécessaire, et tout cela se fait avant le départ du patient. Le compte-rendu est ensuite rédigé par le cardiologue, mais il arrive qu'on rédige nous-mêmes un premier jet du compte-rendu et qu'ensuite il est, quoi qu'il arrive, corrigé et validé par le cardiologue. Ensuite, afin d'évaluer notre progression, tous nos examens sont consignés en fait, dans un carnet de stage pour pouvoir visualiser tous les examens qu'on a réalisés. Et la réalisation de ces examens s'insère dans une pratique quotidienne au sein du laboratoire. Donc l'intérêt principal pour l'infirmière, c'est une valorisation de l'expertise infirmière, le développement de nouvelles compétences, une reconnaissance professionnelle par nos pairs, une grande attractivité du poste, une approche différente du patient, et je voulais finir et surtout sur une grande satisfaction personnelle. Voilà. Merci de votre attention. Bonjour à tous, je m'appelle Karen, je suis infirmière depuis 12 ans, depuis 8 ans donc, à l'Institut de cardiologie, et plus récemment M. Montalesco m'a proposé de rejoindre son équipe de recherche clinique. Je vais donc vous parler de ce que c'est qu'être infirmière en recherche clinique. Je le résumerai en 3 mots: la coordination, l'organisation et la réalisation. La coordination parce qu'on fait le lien entre l'investigateur qui est le médecin qui doit faire le protocole sur le centre et le promoteur qui est la plupart du temps le labo qui va nous proposer de faire cette étude. De la coordination aussi entre les patients et leurs familles et les différents personnels hospitaliers pour les études qui sont per hospitalisation. Donc voilà, on est un petit peu au centre de beaucoup de protagonistes et ce qui nous donne vraiment un rôle important de coordination. De l'organisation, parce qu'on intervient dès une faisabilité. Donc la faisabilité, c'est à partir du moment où on se retrouve avec un promoteur et où on dit « Ok, on a la population pour cette étude-là, ok, on a la logistique pour cette étude-là. » Pardon, donc on peut le faire. L'organisation aussi parce qu'on doit rédiger des procédures qui sont relatives à l'étude, qui sont des supports papier qui résument en fait, qui nous donnent un petit peu le listing de tout ce qu'on doit faire et de ce qu'on ne doit pas louper pour l'étude. Donc voilà, c'est aussi une partie assez importante et pratique. Et de l'organisation aussi parce qu'on a des rendez-vous avec le promoteur où on voit les problèmes, on voit s'il y a des problèmes et on essaye de vérifier le bon fonctionnement de l'étude. Et aussi de l'organisation parce qu'on fait pas mal de gestion de dossiers. De la réalisation, c'est un peu le cœur du travail.
parce qu'on s'occupe des inclusions et de l'information faite aux patients avec les investigateurs, parce qu'on fait des visites de suivi, on fait la prise de rendez-vous qui concerne l'étude, on fait des soins techniques, on fait de la traçabilité pharmacologique, et puis on fait aussi pas mal de rentrées de données. Donc voilà un petit peu tout ce qu'on fait. Ce que je voudrais vous dire aussi, c'est pourquoi est-ce que j'aime ce travail. Pour ces 3 raisons qui vous sont présentées, parce que c'est diversifié, parce que c'est au plus près de l'actualité médicale et parce que c'est relationnel. C'est diversifié, on touche vraiment à tout. Il y a de la technique, du soin technique purement infirmier auprès du patient, de la technique de laboratoire aussi quand on fait tech de labo. On fait de l'administratif, gestion de dossier, prise de rendez-vous. Et puis on fait aussi de la rentrée de données informatiques, du travail en équipe. Enfin voilà, c'est vraiment très très diversifié. Au plus près de l'actualité médicale, c'est juste hyper intéressant. Ça nous permet de préciser nos connaissances, de les compléter si besoin ou de découvrir d'autres choses. Et puis c'est assez stimulant d'avoir une hypothèse qui nous est posée et de chercher à savoir si on a raison avec cette hypothèse ou si on a tort. Et pour finir, l'aspect relationnel qui est vraiment assez important, contrairement à ce qu'on pourrait croire. On est un interlocuteur privilégié pour le patient qui a accepté l'étude. Et on informe, on discute beaucoup. On réassure quand il y a des questions et on fait même un peu d'éducation thérapeutique entre guillemets parce que c'est très loin d'être aussi formel que ce que Séverine fait, mais c'est très informel, c'est de l'information et c'est aussi une espèce de prémisse d'éducation thérapeutique et ça aussi, c'est aussi une partie très intéressante. Et pour finir, je voulais aussi vous dire que le métier d'infirmière évolue et qu'il y a un DU pour la recherche paramédicale. Alors là, l'image, c'est le CHU de Limoges, parce que je n'ai pas trouvé d'illustration pour chez nous, mais n'ayez crainte, il y a un DU aussi qui est parisien. Voilà, merci beaucoup. Et je passe la parole à ma collègue Corinne. Bonjour, je m'appelle Corinne Selem, je suis infirmière depuis 20 ans en cardiologie, et plus particulièrement en salle de coronarographie depuis 2007. Nous avons comme projet d'introduire l'hypnose en salle de coronarographie, mais pourquoi ? Il faut savoir que les patients qui arrivent en salle de coronarographie sont particulièrement anxieux. Ils ont peur de l'examen, ils ont peur du résultat de l'examen, ils ont peur de la douleur, ils ont également peur de mourir car on touche à l'organe vital qui est le cœur. La salle de coronarographie peut paraître comme un milieu hostile et impressionnant. Il fait froid, les patients sont dénudés, les médecins sont habillés stérilement, les infirmières sont masquées. avec des tabliers de plomb. Il y a pas mal de bruit. Il y a également beaucoup de technicité, des grands écrans, des câbles, beaucoup de matériel, une scopie qui tourne autour du patient. De plus, l'examen lui-même peut être douloureux. Il peut être douloureux au moment du point de ponction, lors de l'introduction du désilé. Le patient peut également ressentir des douleurs thoraciques, notamment à la mise en place des stents. Toutes ces raisons nous ont conduit à vouloir introduire l'hypnose. Mais qu'est-ce que l'hypnose en salle de coronarographie ? L'hypnose est une expérience relationnelle mettant en jeu des mécanismes physiologiques et psychologiques permettant aux patients de supprimer, d'atténuer et de mieux vivre une expérience angoissante ou douloureuse. Alors, qui va la pratiquer ? On a choisi que ça sera une infirmière en coronarographie. On a choisi une formation ouverte à tous les professionnels de santé, kinés, médecins, infirmières, psychologues, aides-soignants, manipulateurs radio. Nous avons retenu comme formation une formation au sein de l'Institut français de l'hypnose qui se déroulera sur 7 jours en 49 heures, réparties sur l'année. Quelle sera notre organisation ? L'infirmière aura d'abord un premier contact auprès du patient en salle de surveillance, qui est également la salle où on accueille les patients. Puis ensuite, elle suivra le patient jusqu'en salle de coro, où elle sera en contact permanent avec lui grâce à un casque Wi-Fi. Quelles sont les limites de cela ? Les limites sont la barrière de la langue. Malheureusement, on ne pourra pas faire de l'hypnose à tous les patients. Il y a également les urgences vitales et l'adhésion de l'équipe et tous les bruits environnants. L'objectif de tout cela, c'est d'optimiser la procédure,
le confort émotionnel physique du patient, diminuer la douleur des patients, et enfin l'amélioration de la prise en charge psychologique et relationnelle du patient. Et le but ultime, c'est que le patient, l'infirmière et le médecin ressortent satisfaits de l'examen. Voilà, merci à tous. Super, ben, vous voyez qu'elles ne font pas que faire des piqûres, les infirmières. Hein. Elles surveillent, elles éduquent, elles échographient, elles endorment. Et avec ça, ben, si vous avez des questions pour elles, c'est le moment. Allez-y, parlez bien fort. Oui, j'ai 2-3 questions pour le professeur, parce que j'ai essayé de suivre et je ne voudrais pas mourir idiot. La première chose que je voudrais dire, c'est j'ai vu, vous disiez, les défibrillateurs automatiques implantables, et je pensais tout de suite le lien avec les urgences. Parce que forcément, basiquement, je me dis que si vraiment ça débloque, il doit y avoir forcément à un moment une connexion, si vous voulez, avec le service des urgences. Je ne sais pas, je pose cette question. Alors, on n'est pas avec un défibrillateur externe qu'on va chercher le long du mur pour choquer quelqu'un qui serait en arrêt cardiaque. On est là sur l'implantation d'un défibrillateur qui va marcher chez un patient ambulatoire chez lui et qui présenterait un trouble du rythme nécessitant ça, mais ça va se passer indépendamment du médecin, cette affaire-là. On va en reparler tout à l'heure du défibrillateur implantable. J'avais juste une seconde question sur justement les anticoagulants. C'est une question benoîte, encore une fois, mais enfin, j'en profite. Quand les gens ont des problèmes de circulatoire, par exemple, je parle des hémophiles, par exemple, est-ce qu'il y a des traitements de substitution? Parce que leur sang peut se coaguler momentanément et puis tout d'un coup se fluidifier de façon intempestive. Est-ce qu'il y a des alternatives à ça? Bon, je vous arrête tout de suite. C'est pas une indication, l'hémophilie, au traitement anticoagulant. Ils ont un traitement anticoagulant naturel. Donc, voilà. Donc, c'est pas pour eux. Ça serait même une contre-indication. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, Alexandre. Est-ce qu'un service comme ça, c'est complètement exceptionnel? Parce que pour quelqu'un qui débarque de l'extérieur, c'est la Lune. Alors, non. Ou est-ce que ça a tendance à se diffuser? Alors, c'est une bonne question. Quand on parle de télécardiologie, par exemple, franchement, je pense que ce service est en avance sur la plupart des services de cardiologie ailleurs. Il y a eu une volonté du docteur Idan Nusay qui est dans la salle de développer cela sans moyens au départ, et toujours sans moyens à l'heure qu'il est. On est en train de négocier, si vous voulez, même un poste d'infirmière pour pouvoir continuer à faire cela. Il y a 1 millier de patients suivis et on est à court de bras pour le faire. Et il faut se battre avec l'administration hospitalière pour avoir des moyens et pouvoir continuer. L'hypnose, ça se fait ailleurs, mais c'est quand même pas très répandu. Mais dans un instant, vous verrez qu'à Chartres, dans un hôpital général, ils font déjà de l'hypnose. Donc ça se fait ailleurs. L'échographie, c'est quelque chose qui se fait dans d'autres pays, beaucoup moins en France. L'idée est qu'on peut déléguer un certain nombre de tâches à l'infirmière, surtout par les temps qui courent, car il faut quand même prendre conscience que c'est des tâches supplémentaires pour les infirmières, des enseignements supplémentaires pour les infirmières, des formations supplémentaires, mais c'est aussi parce qu'il y a une pénurie de docteurs pour faire tout cela et qu'on n'a pas atteint le creux de la vague et que les infirmières vont reprendre en main beaucoup des tâches des médecins de manière encadrée, mais il va y avoir un partage des tâches et des délégations de tâches. Maintenant, à ce niveau-là où on a eu une volonté pour le faire de manière transversale, et vous voyez la brochette que vous avez avec vous là, je ne suis pas sûr que ça existe à beaucoup d'endroits. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour nos infirmières? Allez-y. Donc pour le service de télécardiologie, vous venez de dire qu'il y avait 1 millier de patients qui étaient télésuivis, qui étaient inclus. Je voulais savoir si je pouvais avoir une idée sur quand est-ce que ce service de télécardiologie a été créé en fait. Si c'est créé depuis plusieurs années ou si c'est récent. Qui veut répondre? Cela fait plus de 10 ans qu'on a commencé à... les boîtiers, les fabricants ont mis ce système en place, qu'on a mis en place de manière un peu informelle avec les médecins qui ont pris ça à bras-le-corps, notamment le docteur Humbert qui n'est pas là, qui est en consultation. Et donc par manque de personnel, ça a été un petit peu suivi
d'une manière un peu difficile car ça manquait de moyens. Mais du fait le fait que je sois là et qu'on espère avoir d'autres personnels pour pouvoir suivre le nombre de patients augmentant, cela se développe. Le personnel, hein, c'est la clé de l'hôpital. On vit une période difficile, ça a toujours été des tensions sur le personnel. Les tensions en ce moment sont particulièrement importantes. Il est passé inaperçu que ce gouvernement a demandé 1,2 milliard d'économies sur le personnel hospitalier. Donc on n'a pas fini nos difficultés d'avoir suffisamment d'infirmières pour faire tout ce qu'il y a à faire. Je ferme la parenthèse. Mesdames, Mesdemoiselles, merci beaucoup. On va continuer le programme. Vous avez été brillants.